à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Israélienne, l'épisode de Myriam et d'Eliana, pardon. J'ai enfreint les règles élémentaires de la politesse en me citant d'abord. Avant de commencer ce nouvel épisode, on tient à vous remercier bien entendu de vos retours. On a la chance de commencer à provoquer une discussion. Vos messages, vos commentaires, vos réactions sont très importants pour nous. Merci de continuer. On a notamment vu que notre discussion de la semaine dernière sur les rapports houleux de Naftali Bennett avec la droite israélienne vous font réagir. Alors continuez, n'hésitez pas et surtout ne vous inquiétez pas parce qu'on va continuer à passer en revue la politique israélienne. Et cette semaine, on va se concentrer sur la gauche israélienne, essayer de comprendre euh, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et quel est son nouveau message fédérateur peut-être après le 7 octobre. Iliana, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, ça continue, ça prend de l'ampleur. J'ai presque envie de dire, à chaque fois qu'on termine d'enregistrer un podcast, à la minute où on termine, il y a un boom et on dit, bon, on n'a pas parlé, mais on peut pas. Il faudrait faire quelque chose de quotidien, mais bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas Donc, encore. Puis bon, on est en plein cœur de la campagne. Enfin, la campagne démarre justement et on sent une justement, on ébullition. n'est pas encore au plein cœur de la On n'est campagne. pas en Qu'est-ce plein qu'on va cœur, avoir? mais on sent quand même une ébullition, notamment du côté de l'opposition, et c'est aussi pour ça qu'on la traite en premier, avec énormément d'annonces cette semaine, des départs, des nominations. Tu vas nous faire un peu d'ordre dans tout ça et surtout nous expliquer en fait comment on devient député ou comment on est nommé en tout cas pour entrer sur une liste électorale en Israël et surtout en fait qu'est-ce qu'il faut faire si moi j'ai envie de devenir député demain matin, qu'est-ce que je dois faire en fait, Eliane? Bah, la première chose que tu dois faire, c'est pas faire de politique. Voilà, c'est pas du tout. On penserait faire complètement à l'inverse, mais en fait, le système israélien est un système avec des listes électorales, avec un leader qui va former sa liste. Aujourd'hui, en Israël, il n'y a plus que deux partis ou trois partis qui ont encore des primaires. Donc, il y a le Likoud qui a des primaires. Il y a les démocrates, une partie des démocrates, parce que oui, et au Meretz, on a encore des primaires, mais aussi parti Avoda. Et Mhm. enfin, on a le parti de Smotrich, qui la dernière fois a eu des primaires. Je sais pas encore, j'imagine qu'il va y en avoir encore cette fois-ci, mais je m'avance pas plus que ça. Donc, on a des partis, en fait, où la personne qui va décider plus ou moins de qui sera sur sa liste, c'est le leader. Alors, Mhm. le leader, son intérêt, c'est d'avoir le maximum de soutien. Et pour avoir le maximum de soutien, c'est prendre des personnalités. Donc c'est souvent des journalistes, on a toujours un sportif dans l'histoire. On a toujours une femme qui se bat pour le droit des femmes, toujours un Éthiopien qui se bat pour les Éthiopiens. Donc c'est vraiment, non, vraiment, c'est comme ça. On a toujours un Oleh Hadash. Donc on peut parler par exemple de Yom Tov Kalfon qui à l'époque avait monté le projet Aleinu, qui était Alinu, mais Aleinu. Donc on a fait notre alia, mais c'est aussi sur nous, on a une responsabilité de continuer de faire plein de choses pour aider à l'alia et participer à la société israélienne. Je pense que je me trompe pas dans cette définition de ce que c'était son projet. Donc on a ces gens-là qui sont censés en fait ramener avec eux un bagage. Et ce bagage, c'est tout simplement des voix. Voilà. Donc 1%, un siège en Israël, c'est combien, Myriam, de votes? Ben, ça dépend de combien le taux de participation au final, mais disons que c'est entre 30 000 et 40 000 à peu près. Voilà. À peu J'allais près. dire Donc, 50 000 voix. voilà, Voilà. donc il faut 150 000 voix environ. On verra combien on sera à voter en octobre et à partir de là, on saura mieux. Donc en fait, il faut avoir, faut réussir à unir autour de soi assez de personnes pour que ces personnes croient en vous et donc vont être prêtes en fait à voter pour vous. Et ça, c'est la grande science en fait de cette composition des voix, des listes, pardon. Une liste en Israël, c'est 120 membres. Alors c'est intéressant parce que bien sûr, personne ne va réussir à avoir 120 membres. Mais très souvent, par exemple, on met des gens de manière honorifique à la fin des listes. Je ne sais pas si tu connais ce petit détail. Donc, on a des poètes, on a des anciens députés, des anciens politiques, etc. On leur donne ce, ce, cette, Cet euh, honneur. cet honneur et en même temps, c'est eux qui prennent un choix et qui disent, voilà, moi, je soutiens, regardez, bon, je suis plus dans l'âge de faire ces choses-là, mais je veux montrer mon soutien et donc je continue à être sur les listes politiques. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc on va avoir donc cette science qui va être de faire une mosaïque, cette mosaïque qui est censée représenter Israël d'un côté et puis aussi surtout engager le nombre de personnes qu'il faut pour que au final, quand on arrive au moment des votes, ça se passe bien. Je donne un exemple. Quand Yair Lapid a fait pour la première fois son parti Yesh Atid, il y a une personne qui s'est retrouvée sur sa liste qui était un rabbin juif américain
Dov Lipman, inconnu. Mhm. Mhm. Il était connu aux États-Unis. Il y a une histoire incroyable parce qu'il était connu aux États-Unis. Il venait de Baltimore, Baltimore, Nearest Rural, la yeshiva de Baltimore. Il était à l'époque aussi un éducateur autour de Washington, dans la région de Greater Washington, comme on dit, autour de la région de Washington, D.C. Et il fait son alia en Israël, alors que c'était quelqu'un de très actif aux États-Unis, il passe un peu sous les radars. D'un seul coup, on commence à entendre parler de lui quand à l'époque, il y avait eu des frictions très importantes entre l'ancien Beth Shemesh, c'est des personnes ou Mizrahi, pas très religieux, et le nouveau Beth Shemesh, qui est une population qui est plutôt ultra-orthodoxe. Il y avait eu des frictions et lui, il avait pris la défense en fait de toutes ces personnes qui avaient été malmenées par les Haredim en disant c'est pas ça être Haredi, moi je suis un Haredi américain, c'est pas ça d'être Haredi. Donc on avait entendu parler de lui, puis il cherchait à être actif, et puis il va se positionner sur la liste de Lapide. Je vous souviens, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2013, quand Lapide est élu, c'est une surprise, le nombre de voix qu'il va recevoir, on s'attend pas du tout. Ouais, Lui, je 22 crois qu'il mandats. était... 22 Pardon? mandats. 22 22 mandats. mandats. Ouais, Mm. ouais, lui, je crois qu'il était en 16e place ou quelque chose comme ça, mais vraiment, il était pas censé, en fait, rentrer à la Knesset, et il va rentrer, et d'un seul coup, en fait, on va le reconnaître pour ses capacités, pour ses qualités, et aujourd'hui, il continue, il travaille, je crois, pour la Histadrut Hatzionit ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il est plus dans la vie politique Greta, mais il est toujours omniprésent. Donc ça, c'est un exemple, c'est prendre quelqu'un qui va ramener des voix. Donc lui, il avait tout un monde qui évoluent autour de lui, de Olim, Hadashim, anglophones, qui ont envie d'être actifs, qui ont envie de voir autre chose de la politique israélienne. Il a réussi à les convaincre. Hop, il rentre en politique. Donc ça, c'est la première chose que je dois dire. Quand j'ai parlé de ces listes, il y a un détail qui est hyper important. Donc, quand on parle de primaire, Mm. aujourd'hui, le parti qui a vraiment les primaires les plus importantes, c'est le Likoud. Mhm. Et en fait, c'est une épée à double tranchant. Parce que d'un côté, le Likoud, c'est extraordinaire. Vous voulez avoir un vrai impact sur un des plus grands partis en Israël. Vous rentrez dans ce qu'on appelle, vous prenez votre carte au parti, et de l'intérieur, vous avez la possibilité d'influencer. Mais c'est à double tranchant parce que de l'autre côté, il y a énormément de personnes qui ont utilisé ce système en faisant rentrer des dizaines de milliers de personnes qui ont leur carte et en ayant une influence négative à ce niveau-là. Je donne un exemple. Quand on a Mhm. la Histadrout, le principe de la Histadrout, c'est à l'inverse de ce qu'une économie libérale est censée promouvoir. Alors le Likoud, c'est censé être un parti libéral de droite, mais comme il y a la Histadrout qui a énormément de poids, comme il y a énormément de personnes à la Histadrout qui ont pris leur carte au Likoud, alors au final, le Likoud, très souvent, n'arrive pas à aller jusqu'au bout dans ses réformes. Donc les réformes économiques qui sont censées être des réformes libérales. Mais bon, ça, je pense qu'on en parlera en long, en large et en travers quand on parlera du Likoud. J'ai vu ta Écoute, tête. ouais, ça, et j'ai envie de rajouter une deuxième chose par rapport à ce que tu dis, c'est que d'un côté, il y a des lobbies et des groupes de pression. Par exemple, les gens le savent peut-être pas, mais une des raisons pour lesquelles on n'a pas Uber en Israël, c'est parce que le lobby des taxis est très puissant au sein du Likoud et empêche et bloque toute réforme à ce niveau-là. On a vu par exemple la même chose au niveau du lait, hein, avec le ministre Smotrich des Finances qui a voulu faire ouvrir le marché agroalimentaire du lait aux exportations et avec une énorme pression au sein du Likoud. Donc effectivement, c'est une façon de... Parce qu'il y a, et on ne l'a peut-être pas encore répété, mais comme il n'y a pas d'ancrage local et que ces personnalités, soit elles dépendent de leur chef de parti, comme tu as très bien décrit, soit elles dépendent d'un petit groupe d'adhérents finalement, eh bien, c'est eux qui font la loi en réalité dans le plus grand parti. Et j'ai envie de donner un dernier exemple. Cette semaine, malheureusement, on a entendu parler de Rafik Doshim. Tu sais qui c'est? C'est le membre très actif, le militant du Likoud qui vient d'Herzliya, qui est un ancien condamné repris de justice, hein, avec un casier judiciaire assez impressionnant dans le crime organisé et qui aujourd'hui est devenu un militant important de taille. Alors, on a le droit, en étant repris de justice, de s'impliquer en politique, mais de La facto, chouva, la la chouva. tchouva, la tchouva. Non, mais de facto, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a un sombre passé derrière lui et certains membres de sa famille sont encore accusés de travailler encore dans l'ombre, d'accord? Et en raison de son poids politique au sein du parti, on a le ministre de la Justice en personne qui se rend souvent chez lui, d'accord? Et cette semaine, il a fait du bruit à la Knesset quand il a fait, c'était même pas une défense, mais
Tu sais, dans le malheureux, terrible crime qui a eu lieu le soir de Yom HaAtzmaut, où un jeune a été assassiné par une bande Pétartique, va. à Petah Tikva, une bande de jeunes juifs qui s'en sont pris à lui pour une sombre histoire ridicule, qui malheureusement s'est terminée par un crime terrible. Et on a donc il y a des commissions à la Knesset qui s'occupent de parler de la violence au sein de la jeunesse et de ce qu'on peut faire et de la délinquance, etc. Bon, des sujets qui existent aussi en France. Mais là, on a ce militant du Likoud qui est très important au sein du parti et qui fait une défense, une explication très maladroite en disant, je ne pense pas du tout que ces jeunes-là ont voulu assassiner le jeune, ils ont simplement voulu le Le poignarder. planter. Voilà, Voilà, le planter, voilà. Donc, alors, et moi, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Il parle de la jeunesse qui cherche à s'imposer en portant des couteaux sur soi. Encore une fois, des choses qu'on connaît aussi en France, mais forcément, ça fait très mauvais genre quand un repris de justice dit ça, au nom du Likoud en plus. Bon, voilà. Donc, ça montre bien à quel point le système de surtout, comment est-ce qu'il arrive en commission pour dire un comment truc est-ce qu'il pareil? arrive en commission? Bon, voilà, c'est un militant important du Likoud, très bien, il a le droit de s'exprimer, mais c'est vrai que ça donne, on est dans une situation en réalité où les primaires ne produisent pas ce qu'il y a de meilleur, alors qu'au départ c'était censé être un système méritocratique ou démocratique ouvert à tous. En réalité, c'est pas ça qui se passe. Donc l'un dans l'autre, que ce soit la méthode, je pense qu'on peut résumer comme ça, la méthode des primaires ou la méthode des chefs de liste. Bon, alors eux, à la limite, ils peuvent faire des choix plus peut-être pondérés, mais au final, on n'a quasiment aucun député qui a un réel ancrage local et qui doit sa place de député aux électeurs, qui rendent des comptes à des électeurs. Alors voilà, alors justement, c'est ça que je voulais dire. Il faut parler 2 minutes de la France pour comprendre, ou même des États-Unis pour comprendre un petit peu les différences et ce que l'on connaît. En France, d'abord, la première différence entre les politiciens et les politiciens israéliens, c'est que très souvent, voire trop souvent, c'est aussi une critique qui est faite, les politiciens français passent par Sciences politiques et par l'ENA. Si on n'a pas passé par ces deux cas, si on les a pas cochés, alors c'est très dur d'avancer. Ce sont des gens qui vont d'abord être hauts fonctionnaires, puisque c'est le tremplin que donne l'ENA et le tremplin que donne Sciences Po aussi. D'ailleurs, c'est très très courant en France quand on vous parle d'un politicien, on dit oui, bon, c'est la promotion et on dit le nom d'une personnalité, puisque c'est comme ça que ça marche les promotions à l'ENA et à Sciences Po. Donc, ce sont des personnes qui ont été formatées pour faire de la politique, c'est-à-dire non seulement pour s'occuper de la chose publique, comme on dit, mais aussi quand ils passent par la case de hauts fonctionnaires, ils ont une compréhension mais minutieuse de comment appliquer des réformes, tout simplement des réformes, comment faire avancer des réformes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, très souvent, justement, ces têtes de liste, ils vont choisir la Bennett, il l'a fait, Eisenkot, il le fait aussi, ils choisissent des anciens directeurs de ministères. Donc pour prouver, Mhm. voilà, donc on ne veut pas prendre des gens qui n'ont pas vraiment zéro expérience, on va prendre des gens qui ont de l'expérience cette fois-ci dans le domaine de, De l'administration, quoi. de l'administration. C'est un peu nos normaliens à nous, finalement. Non, non, c'est très important parce que Ouais. c'est une critique qui est faite. Parce que au final, de l'autre côté, donc ça, c'est un. Ensuite, en France, la seconde chose, c'est que souvent les politiciens, ce sont des gens qui sont passés donc par le local. C'était le député d'une circonscription. C'était des maires de ville. Alors, je pense par exemple Alain Juppé, maire de Bordeaux. Comment elle s'appelait, la maire de Lille, Martine Aubry. Donc, c'est des Mhm. personnalités voilà qui sont très connues. Et souvent, des fois, par exemple, ils commencent en politique, ça marche pas très bien. Ils se rebalancent sur une ville et ensuite il repart en politique. Donc, par exemple, Jacques Chirac qui a été Premier ministre. Puis ensuite, il s'est arrêté. Il a été le premier maire de Paris, parce que c'est la première fois qu'il y avait des élections pour la mairie de Paris. Avant, il y avait juste un préfet à Paris. Bon, c'est des détails. Je sais pas si tu connais tous ces détails, mais bon, il a été le premier maire de Paris. Voilà, je te raconte. Il a été le premier maire de Paris. Et ensuite, il est passé de maire de Paris, tout simplement, à la présidentielle, parce qu'il était connu. Mhm. Donc en Israël, les cas de maires qui deviennent ensuite, qui rentrent en politique, il est minime par rapport à ce que l'on connaît en Mhm. France. Et donc c'est la raison pour laquelle, en fait, plus on est une grande star, plus on a de chances à aller en politique. Yair Lapid, c'était Michel Drucker, c'était C'est l'équivalent. un Non peu mais c'est vrai, l'équivalent. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. c'était Michel Drucker. Il Ou avait un prime Rochebin, ou time. Pujadas, ou... Ouais. Non, parce qu'il n'était pas dans le politique. Il faisait pas Mhm. il n'était pas journaliste politique à l'époque. Il recevait des personnalités politiques à la Mhm. Drucker. Comme une Mhm. personnalité sur le canapé, sur le divan, on Mhm. discute, on chose. Il écrivait, il avait sa tribune, il disait des choses, peut-être il y avait des critiques un peu politiques, mais c'était pas son truc numéro un. C'était vraiment
D'abord, il était pas en cravate, hein, Yair Lapid. Il Mais a qui a jamais. présenté le JT quand même, du vendredi Il soir. présentait le thé, mais c'était pas Mm. son truc. C'était Michel Mm. Drucker. Vraiment, je pense que à ce niveau-là, les deux sont juifs. Non, je rigole. Donc Yair Lapid, c'est comme ça qu'il est connu. Si tous les soirs, quand on allume la télévision, on tombe sur quelqu'un, bah, c'est sûr qu'on sent qu'on a une proximité avec lui. C'est complètement ridicule. C'est la même chose que les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que toutes les deux, on se sent si proche de Kate? Parce qu'on la voit en permanence sur les réseaux sociaux. Bon, next. C'est pour un Next. autre épisode. Donc ça, c'est important. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ces personnalités qui sont, euh, qui sont connues, en fait, par elles-mêmes, n'est-ce pas? Pas par leur passé politique, ça va leur donner aussi une possibilité d'avoir une fluidité entre les partis. Et ça, c'est important Mm. parce que ce qu'on a vu ces derniers jours, quand on voit que un politicien, bah, il était chez Yesh Atid et puis finalement il s'en va et puis les portes s'ouvrent ailleurs. Alors, à l'ancienne mode, ça n'aurait pas marché. Il faut Mm. comprendre que les partis politiques en Israël, quand la Knesset est créée en 1949, quand la première Knesset siège, c'était le 14 février 1949, le jour de Toubishvat, quand elle ouvre ses portes, les députés qui font partie de grands, plus ou moins de grands partis, en fait, ce sont des gens qui ont déjà eu une vie très active à l'époque dans le Parlement comment on appelle ça, des institutions sionistes, qui est Mm. le Congrès sioniste mondial. Donc, à l'époque, au Congrès sioniste mondial, donc le Congrès sioniste mondial qui est ouvert la première fois avec Herzl en 1897, ce premier Congrès sioniste mondial, on va avoir le Parti des socialistes, on va avoir le parti encore plus à gauche des communistes, on va avoir le parti des centristes, on va avoir le parti des révisionnistes, et enfin on va avoir le parti des sionistes religieux qui à l'époque, ne sont pas du tout complètement à droite. Au contraire, ils sont entre les sionistes religieux et les sionistes de gauche, les socialistes. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Le mouvement du Mizrahi va donner des kibbutzim religieux. Les mouvements communistes, ce sont eux qui vont créer les kibbutzim, donc vraiment très à gauche. On va avoir les révisionnistes, bon, c'est Jabotinsky, etc. Mais quand on comprend qu'à l'époque ça marchait comme ça, les partis politiques qui vont suivre après la création de l'État d'Israël, ils suivent en fait la même mouvance. Les centristes, c'est intéressant parce que les centristes, au final, ils vont presque s'effacer au moment de la création de l'État d'Israël parce que c'était Weizmann et que Weizmann était en opposition avec Ben-Gurion. Donc Ben-Gurion va très bien arranger les choses. Ben-Gurion, lui, va prendre le lead. Mais les centristes, on va les revoir plus tard quand ils vont puisque c'est des gens qui économiquement sont plutôt dans la droite libérale. Donc c'est à ce moment-là, au moment de la création du Likoud. Donc le Kherut, c'est les révisionnistes. Le Likoud, ça va être une espèce de fusion entre les centristes, de libéraux et le parti du Kherut. Donc on va voir plein de choses, mais en fait c'est une continuité. Et moi, la manière dont je vois les choses, peut-être que tu n'es pas d'accord, mais en 2003, quand Ariel Sharon, qui à l'époque est au Likoud, quitte le Likoud juste après la Hitnakut, crée un nouveau parti qui va s'appeler Kadima. Alors là, pour la première fois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher des gens de gauche au parti du Avoda. Donc, par exemple, il va chercher Shimon Peres et il va prendre des gens de droite du Likoud et il va faire un nouveau parti. Et moi, pour moi, c'est une césure parce qu'à partir de 2003, c'est le moment où on va avoir ces partis que j'ai toujours appelés des partis champignons Mm. qui se créent après la nuit. Il pleut un petit peu, donc on a des élections. Hop, on a un petit nouveau parti qui va se créer et ces partis champignons, eh ben, ils sont parvés, ils sont neutres. Ils sont Mm. en général ni trop à droite, ni trop à gauche. Ils sont vraiment dans le mainstream. Ils essayent de plaire à tout le monde. Et c'est ça qu'on va voir. Et c'est Ouais. aussi ces partis centristes, la particularité d'être des partis champignons. De la même manière qu'un champignon naît après la nuit, un champignon c'est fragile et ça peut mourir très rapidement. Et ben, le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est Benny Gantz. Benny Gantz, il y a 5 ans, on nous promettait que c'était lui qui allait remplacer Bibi. Bah, pour le moment, là, il est en train de mourir. C'est ça, il est en train de perdre deux députés phares. Donc, tu parlais du fait de la starification des députés. Donc, Riley Trooper, qui est une personnalité connue de la société civile, qui était déjà connue avant, mais qui a un peu une personnalité de président, tu sais, que tout le monde aime parce il est profondément populaire et puis il est profondément empathique. Il est très... Populiste? Comment? Populiste? Populiste. Non, je dirais pas parce que je pense vraiment que c'est quelqu'un qui, tout le monde dit qu'il est il est auprès des blessés tout le temps. C'est vraiment quelqu'un de profondément engagé. C'est peut-être pas la meilleure personnalité pour faire de la politique à proprement parler, mais c'est quelqu'un qui sait être proche du peuple. Et pour rejoindre ce que tu disais, j'ai été chercher, donc quand Mapai, donc l'ancêtre d'Avoda, siège en 1949, il a 46 mandats.
Et C'est la seule et c'est unique fois qu'un parti sera aussi important. Ça ne s'est jamais reproduit. Voilà, et c'est 35% des voix, hein. Donc c'est le parti le plus important, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est totalement juste. C'est-à-dire qu'on a un système qui, au départ, est fait pour faire la place belle à l'idéologie, aux grands partis, et où en réalité la personnalité des parlementaires passe un peu en second. Ce qui compte, c'est les grandes idées du parti. On était calqué sur le modèle britannique, ça j'adore le répéter. Notre président, c'est la reine d'Angleterre, d'accord? Et en dessous, on a des partis qui normalement sont plus importants que les candidats et que les députés eux-mêmes. Et c'est ce qu'on voit en Angleterre. Même si en Angleterre aussi, il y a des processus très intéressants avec des nouveaux partis qui aujourd'hui prennent plus de place. Mais Reform England. Reform, et tu as aussi, t'en as un autre là qui s'appelle Remain, etc., etc. Mais à la C'est base, intéressant parce que il y a une même réflexion en France avec tous hmm, les reconquêtes, les re, les re, les re et les Alors, nouveaux vas-y. partis. Et on voit, comme tu dis, qu'en Europe aussi, ça fonctionne moins et qu'aujourd'hui, on a des nouveaux partis qui poussent. Mais historiquement, malgré tout, on a les socialistes et les conservateurs en Angleterre où les partis sont plus importants que les députés. J'aime toujours prendre comme exemple le fait que Boris Johnson, qui est un Premier ministre très populaire au début des années 2020, se fait sortir par son propre parti pour l'histoire du Partygate, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas respecté eux-mêmes les consignes du corona, ce qui est grave, hein. Mais bon, on voit bien la différence entre l'Angleterre et Israël. C'est que à l'époque, les conservateurs changent 3 fois de chef de parti en un an, c'est-à-dire qu'ils sortent Boris Johnson. Liz Truss est élue, ne tient pas le coup. Et ensuite, on a Rishi Sunak qui arrive aussi. Et tout ça en moins d'un an. Et pour bien montrer que en Angleterre encore, c'est d'abord le parti conservateur avec ses idées et son histoire, et ensuite le chef de parti. Et ce qui s'est passé en Israël, c'est que, comme tu dis, on a un accent beaucoup plus important sur la personnalité, la personnalisation du pouvoir, que ce soit au sein du Likoud où Netanyahou est devenu, en fait, l'image de marque du Likoud, c'est Netanyahou, d'accord? Et que ce soit dans tous ces partis champignons ou ces partis d'atmosphère, comme tu dis, ou qui poussent comme des champignons et où on met en avant les personnalités. Et quand le parti est en train de s'effondrer, ce qui s'est passé à Benny Gantz s'est passé d'une situation en 2020 où c'est le plus grand parti d'Israël avec 36 mandats quand même, ce qui est un très beau score de nos jours, à aujourd'hui ne pas passer le seuil d'éligibilité depuis des mois. Ça veut dire moins de 150 000 personnes qui s'apprêtaient à voter pour lui. Et donc, qui est en train de perdre, de faire une hémorragie interne de toutes ces personnalités, Rilly Tropper, Ethan Greensburg et d'autres à la suite. Et ce que tu montres bien, c'est qu'en fait, le parti est un espèce de vaisselle pour les députés et pas l'inverse. Moi, ce que j'aimerais dire quand même, je crois que donc cette semaine, il y a plusieurs personnes qui ont quitté le parti de Gantz. Mhm. Mais pour moi, ça a été le plus grand choc, c'était Rudy Trooper. Et je vais te dire pourquoi, parce que à nouveau, c'est de la politique, c'est comme ça qu'ils se sont présentés à nous. C'est très possible que c'est pas la réalité. Mais on nous les a présentés comme vraiment presque une relation filiale, le père et le fils, ou le grand frère et le petit frère qui avancent main dans la main, qui sont d'accord sur tout, qui vraiment sont, comment dire, ils Ils se se, complètent. ils se complètent, vraiment, ils se complètent. Un est laïque, l'autre est religieux. Ils ont vraiment une vision d'ensemble, tous les deux très modérés, vision ensemble pour Israël. Et quand il a appris qu'il quittait, et c'est pas qu'il se retire en politique, c'est il dit en très gros, je vais voir où est-ce que je peux avoir plus d'impact. Donc en très gros, je vais voir quel parti va me proposer une place plus intéressante, hein, parce que c'est ça au final. Eh ben, je dois dire que c'est pour ça que je t'ai dit populiste, entre guillemets. Parce que Hmm. il y a un moment où cette image de bon enfant, cette image de je suis, mes valeurs et moi, ça ne fait qu'un, il y a un moment où on se pose des questions. Et là, cette hémorragie dont tu parles, euh, comment il s'appelle? Amit Segal, il l'a montré avec une vidéo qu'il a ressortie d'il y a 2 semaines d'un autre député, c'est Ginsburg, c'est ça? Ouais, Qui, il y a 2 semaines, disait, mais non, mais on sait très bien où on va, on avance, on est ensemble, hein. Puis finalement, il se tire aussi. Et surtout, je vais te dire, vraiment, je pense que l'Israélien, c'est quelqu'un qui est, par définition, dougré. Voilà. Il veut que ça soit... cash. voilà, les Israéliens, ils entendent ton accent français, et tout de suite, ils vont commencer à te parler et te dire au bout d'un moment, oui, mais vous, les Français, vous êtes hyper hypocrites avec toutes vos politesses, nous, au moins, on est vrais. Et en fait, dans cet appel à la vérité,
eh ben, je trouve que ça dérange. Et ça revient, bon, c'est la loyauté, voilà, tic, 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 Ouais, tic. mais voilà, tu m'as devancé. Toi, chez toi, la valeur loyauté, elle est très importante. Oh, c'est le moment de révéler que pendant longtemps, j'étais dans ton téléphone Machiavel parce que, parce que moi, je suis l'inverse de toi. Je suis tellement pragmatique que tu me considères comme une grande cynique devant l'Éternel, ce que je ne crois pas être, mais je suis plus pragmatique que toi. Et au nom de ce pragmatisme, je vais te dire quelque chose à mon sens par rapport à Achille Trooper et Benny Gantz. Je suis d'accord avec toi, il y avait une relation filiale, etc. Mais aussi, je trouve que le problème dans cette histoire-là, c'est qu'on sait, et c'était le cas aussi de Gadi Eisenkot qui est parti de Bleu-Blanc avant, c'est qu'on sait que ce qui s'est passé en interne, c'est que pendant des mois, Bleu-Blanc, en faisant des sondages, se sont rendus compte d'abord que Gadi Eisenkot était plus populaire que Benny Gantz à ce moment-là, et ensuite que Riley Trooper était plus populaire que Benny Gantz. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Riley Trooper a espéré redonner vie au parti, éventuellement en prenant la direction, ou en tout cas en modifiant le schéma interne pour donner un second souffle, en sachant que les sondages étaient catastrophiques et que Benny Gantz a refusé, 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 et que donc Thrill Trooper a fini par partir. Donc tu peux appeler ça de l'opportunisme d'un côté, et je réfute pas, mais d'un autre côté, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Benny Gantz en fait, a le tort de penser que bleu-blanc c'est lui et que lui c'est bleu-blanc. Alors que bleu-blanc, on peut considérer que c'est d'abord une idée, d'accord, qui est le centre israélien, qui est exactement la même idée que ce que présente aujourd'hui Gadi Eisenkot. Hein. Le nom de son parti, c'est Yachar. Yachar, c'est tout droit, c'est-à-dire ni à gauche ni à droite, d'accord. Donc c'est censé représenter justement cette idée que le sionisme, c'est censé nous réunir au milieu et qu'on n'a pas besoin d'être trop justement politisé et qu'on peut faire un beau centre sioniste. Et ça, c'est l'idée que représentent aujourd'hui plusieurs partis. Il y a Char de Gadi Eisenkot, El Adegel ou d'autres mouvements comme ça qui sont des mouvements de réservistes qui ont été fondés dans la foulée de la guerre, ou Yoaz Hendel lui-même avec les réservistes. C'est tout la même idée, c'est-à-dire de mettre d'abord la souveraineté et le sionisme avant les considérations idéologiques. Et c'est pas Benny Gantz, ça, c'est une idée. Et le fait que ce personnage refuse, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, il était très populaire il y a encore quelques années, mais refuse au nom de ça de laisser la place à quelqu'un d'autre, ça te montre encore une fois qu'en politique israélienne, c'est pas les idées qui sont plus importantes, c'est la personnalité. Il aurait pu faire quelque chose de cet ordre-là et essayer de sauver sa liste. Par comparaison, on a fait la même critique à Yair Lapid pendant des années en disant c'est bien beau d'avoir fondé Yesh Atid, qui est un grand parti. Euh, Yair Lapid, il est très doué pour ce qui crée un parti avec des arcanes bien rouées, avec des groupes de militants dans chaque ville. Il a vraiment cette qualité-là. Il a su créer une grande machine qui est capable de rivaliser un petit peu le Likoud, pas en termes de popularité aujourd'hui, mais en termes d'organisation et de branches locales, etc. Ce que par exemple Naftali Bennett n'a jamais su faire aussi bien. Et, et pendant longtemps, comment il s'appelle son numéro 2 chez Elar, j'ai oublié son prénom. Tu te souviens de lui? Offert, offert. Ofer Shelar, qui était son numéro 2 pendant très longtemps, qui à un moment donné espérait pouvoir se présenter lui aussi à la direction du parti en disant, eh bien voilà, maintenant il faut qu'on crée des primaires ou en tout cas qu'on crée un mécanisme justement pour permettre aux personnalités nouvelles d'émerger. Et Yair Lapid a toujours refusé. Et c'est une partie qui peut expliquer aussi le fait que son parti va moins bien. Alors Yair Lapid, il a une autre flexibilité que celle de Gans, c'est il sait ne pas se mettre en numéro un. Il l'avait fait pour Bleu-Blanc, il avait laissé la place à Benny Gantz. Il le refait aujourd'hui pour Ensemble, Beyachad avec Naftali Bennett, en disant qu'il est même il est même prêt à passer numéro 3 pour laisser entrer Gadi Eisenkot. Donc lui aussi, il sait lire les sondages, voir que sa personnalité à lui aujourd'hui, elle est moins populaire, et donc faire les ajustements nécessaires et de dire on laisse passer donc mettre l'idée avant le personnage à lui. Et c'est tout le problème, je pense, pour résumer tout ce qu'on vient de dire. Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, en fait, aux gens, qu'il faut qu'on se décide. Soit on reste un régime parlementaire, d'accord, c'est un régime où il n'y a pas de limitation de mandat en l'occurrence, mais dans ce cas-là, on fait des choses pour renforcer justement le parlementarisme, c'est-à-dire créer des circonscriptions avec des députés qui viennent du terrain et qui ont des comptes à rendre. Quand ils rentrent chez eux, ils regardent leurs électeurs dans les yeux et ils ont des comptes à rendre à leurs voisins et donc ils sont moins susceptibles de faire uniquement de la politique politicienne, d'accord? Avec aussi le premier gagnant comme en Angleterre, c'est-à-dire qu'on donne un gros bonus au premier parti pour créer de la stabilité dans le Parlement, etc., etc. Soit on dit, OK, ça ne correspond pas vraiment à la personnalité israélienne, les Israéliens veulent des chefs, veulent des personnages, et dans ce cas-là, on passe à un régime présidentiel, d'accord?
Et Benjamin Netanyahou, moi, je dis dans mon livre que ça a toujours été son vœu secret de gouverner comme aux États-Unis. D'accord? On dit souvent, hein, en plaisantant, que Netanyahou, en fait, c'est un républicain américain qui, par hasard, se trouve aux États-Unis, qui a un mode de vie à l'américaine Par avec hasard, surtout en Israël. en Israël, pardon, qui a un mode de vie à l'américaine avec sa maison de campagne, etc., etc., qui est très américain dans sa façon de se présenter au monde, sa façon de dire toujours mon épouse et moi-même, etc. Il a des manières d'un Américain que les Israéliens parfois ne comprennent pas. Et dans ce cas-là, un président avec l'avion, avec les super pouvoirs, avec, mais une limitation de mandat, c'est-à-dire que là aussi, même aux États-Unis, Donald Trump, avec toute sa personnalité exubérante et tout, les plus féroces critiques de Donald Trump savent que Donald Trump, il a 2 mandats devant lui et qu'ensuite c'est terminé et que malgré tout, même si le Trumpisme laissera une marque très importante sur le Parti républicain, ça reste le Parti républicain et pas le parti de Donald Trump. Et ensuite, il y a 250 ans d'histoire et ça continuera. Tu sais, aujourd'hui, je conclus, aujourd'hui, il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé qui de meilleur que Bibi, etc. Moi, j'ai pas du tout de problème avec les gens qui sont très soutiens de Netanyahou. Mais je lui ai dit, le problème dans votre question, c'est que vous semblez ignorer d'une part que Netanyahou a eu 8 prédécesseurs à la tête d'Israël, d'accord, quand même. Israël, c'est pas Netanyahou et Netanyahou, c'est pas Israël. Et ensuite, que c'est un monsieur qui va sur ses 77 ans et que donc il faut malgré tout, qu'on le veuille ou non, imaginer le futur sans lui. Et le fait qu'on n'ait aucune limitation de mandat d'un côté et ensuite la personnalisation du pouvoir comme ça, les gens aujourd'hui ont du mal à ne considérer quelqu'un d'autre et ça vient de ça vient de la faiblesse inhérente du système politique israélien. Voilà, est-ce que tu considères qu'on a terminé cette partie? Je pense c'était particulièrement intéressant. J'ai beaucoup aimé ce qu'on s'est dit. Voilà. Bah, Allez, c'était hyper intéressant ce que tu t'as raconté. On a beau, parce que on l'a déjà dit, mais Myriam et moi, on a commencé ce podcast d'abord parce que ce qu'on est en train de faire, c'est des conversations qu'on a de toutes les façons sans tous vous. les jours, Voilà. Même si demain le podcast y ferme, nous on continue. par note Euh, vocale. Par note vocale ou par article envoyé, par ligne soulignée. Enfin, vraiment, il y a un échange qui est présent depuis très longtemps. Ça fait 12 ans qu'on échange autant. C'est vrai, hein, ça fait 12 ans. C'est vrai. Et donc, je trouve que c'était... Moi, j'ai appris plein de choses. La Myriam, tu m'as appris beaucoup, beaucoup de choses. On va vérifier si sur la seconde partie, tu vas m'apprendre autant. Allez, et moi aussi. Alors attends, regarde. Et je vais te renvoyer la balle parce que je trouve que c'est important. Je trouve qu'il n'y a pas comme toi pour connaître l'histoire. Et pour ceux qui ne le savent pas, Eliana était notamment guide à la Knesset et il y a des choses qu'elle sait que moi je ne saurais jamais. Euh, Non, je peux tout te dire. si, bah si, quand même. Je te Alors, donnerai tous mes secrets. Vas-y. tu me donneras tous mes secrets. Alors, on va quand même faire notre deuxième partie parce que je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de l'ébullition qui existe actuellement au sein de l'opposition, qui est normale, qui se met en randonnion pour la campagne. Là, on est en train d'enregistrer le 6 mai. La Knesset retourne pour sa session d'été la semaine prochaine, le 10 mai. Et donc, c'est le moment où on va voir si effectivement il se passe quelque chose d'important, c'est-à-dire que enfin on va nous annoncer une date électorale. Et en Israël, en général, la façon dont ça se passe, c'est que le gouvernement est renversé, d'accord, pour une raison ou pour une autre, il n'y a plus de majorité Il y a un et vote de de non-confiance, non-confiance. voilà. Et c'est fou parce qu'on n'a pas l'habitude des élections qui se tiennent à l'heure. Donc on ne connaît pas en Israël le scénario où une campagne démarre simplement parce qu'elle doit démarrer, parce que c'est comme ça, parce qu'il est temps. Donc on va voir ce qui va se passer. Il est possible que tout simplement Netanyahou dise bah, bonjour, et ben voilà, on aura des élections à telle date. Alors on ne sait toujours pas si ce sera en septembre ou en octobre. On entend de nouveau des rumeurs comme quoi les partis orthodoxes font du lobbying pour que ce soit le 1er septembre parce que c'est un moment pour eux, à leur sens, où ils auront plus de facilité à mobiliser leurs électeurs. Alors, pour les parents laïcs israéliens, ce sera vraiment le comble, sachant qu'on a déjà perdu tellement de jours d'école et que le 1er septembre, ça tombe un mardi et que c'est la rentrée scolaire. Et si on nous sacrifie la rentrée scolaire pour nous faire une élection à ce moment-là, Pas je pense seulement les laïcs, hein, c'est tous ceux qui sont que Mme mamlartim, tous ceux qui Larty, sont exactement, le système public. Non, parce que je sais que les orthodoxes reviennent avant. les orthodoxes, ils reviennent Rosh Chodesh Elul. Et voilà, exactement. Donc ça tombe selon les années au cours du mois d'août. Et donc on ne sait toujours pas quand est-ce qu'aura lieu les élections et on ne sait pas de quelle manière va s'y prendre Netanyahou pour dire bon bah voilà, la campagne est lancée. Il est possible que la semaine prochaine on voit d'un coup cette espèce de Likoud B dont on nous parle, c'est-à-dire une scission à l'intérieur du Likoud
avec Gilad Erdan, avec Sharon Haskel, avec Yuli Edelstein, etc., qui d'un coup, alors Erdan, il n'est pas à la Knesset en ce moment, mais qui d'un coup annonce qu'il est impossible pour eux de voter sur la loi d'exemption militaire, parce qu'on est encore là-dedans, et donc c'est ce qui ferait tomber le gouvernement de façon officielle, ce qui arrangerait tout le monde, hein, finalement, voilà, où on verra comment la campagne sera lancée. Mais en tous les cas, ce qui est important de voir, c'est que alors qu'elle est en train de se préparer, cette campagne, je pense que c'est le bon moment pour regarder l'opposition et pour dire, OK, pendant très longtemps, quand, puisqu'on a l'habitude de gouvernement de droite en Israël, hein, depuis 1977, quasiment sans discontinuer, quand on parlait d'opposition, on parlait de la gauche. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'opposition, on voit bien qu'on a parlé soit de partis centristes, bleu-blanc, Yesh Atid, Yachar de Gadi Eisenkot, soit de partis à droite, Avigdor Lieberman, et puis alors Naftali Bennett, on ne va pas de nouveau rentrer dans les définitions, parce qu'il y a des gens qui tiquent quand on dit qu'il est de droite, mais enfin bon, voilà. Et On l'embrasse d'ailleurs. on les embrasse, coucou, coucou. Et alors, qu'est-ce qui reste de la gauche aujourd'hui, de la gauche définie de façon idéologique à gauche? Eh bien, ce sont les démocrates, donc Avoda et Meretz, d'accord? Et L'alliance, l'alliance, l'alliance de Avoda et de Meretz. Avoda et Meretz ensemble, sous l'appellation les démocrates. Il y avait un moment où ça s'appelait le cancioniste aussi, ça a pas mal changé, mais qui, donc, selon les projections, font entre 8 et 12 mandats. 12 mandats, c'est les sondages vraiment optimistes, donc on va dire 10 de moyenne. OK? Et 10 de moyenne par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, ça fait environ 300 000 personnes. Entre 300 et 450 si je suis Donc généreuse. Ramata Sharon et puis Non, mais Ramata Sharon, ils sont des centristes, hein. C'est vraiment des centristes, hein. C'est plus tellement Avoda. Et donc, la question, c'est donc qu'est-ce qui reste de la gauche dont on a dit tout à l'heure qu'elle avait 46 mandats à la création de l'État en 1949. Et donc, dans le chapitre de Knesset 2026, mon livre, donc, je parle de la gauche comme le grand parti historique. Et je voudrais dire en fait qu'il y a deux grands chapitres idéologiques de la gauche israélienne. Il y a le chapitre socialiste au sens économique du terme, d'accord? Et si je reprends la grille qu'on a évoquée la semaine dernière de Jonathan Haidt, et c'est le moment, si vous ne savez pas de quoi je parle, de retourner voir l'épisode de la semaine dernière où on a introduit en réalité la méthode de Jonathan Haidt avec les 6 grandes valeurs universelles, donc compassion, justice, liberté, autorité, loyauté et pureté, sens du sacré. Et donc la gauche israélienne qui représente les 3 premières, hein, compassion, justice, liberté, si tu veux, c'est liberté, égalité, fraternité de la Révolution française, qui veut à ce moment-là créer un, un nouveau juif, on l'a appelé le nouveau Haïvri Achadash, le nouvel hébreu, qui serait libre sur sa terre, d'accord? Donc délivré en fait d'une double soumission. La soumission aux pays non juifs de diaspora et aux autorités non juives de diaspora qui traitent les juifs plus ou moins mal selon les périodes, hein, parfois bien, mais alors très souvent mal, d'accord? Donc la soumission aux autres, retrouver la souveraineté et la liberté en ce sens-là, et la liberté aussi intérieure, c'est quelque chose dont on parle moins parfois, mais la liberté face à la halakha, à la religion juive, que ces au jeunes joug. le joug de la halakha que ces jeunes sionistes exaltés considèrent comme beaucoup trop lourd, qui rend les juifs de diaspora névrosés, malades, fragiles, incapables de prendre leur destin en main. Et donc, c'est une double révolution intérieure, hein. C'est un espèce de coup de poing contre le sort, à la fois extérieur et intérieur, et parce qu'ils vont créer l'État d'Israël avant l'arrivée du Messie, c'est une enfreinte à la grande croyance que les Juifs vont retourner en Israël grâce au Messie et pas avant. Et c'est la rupture en réalité du sionisme socialiste. Et donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un mouvement révolutionnaire. Et il a une énergie révolutionnaire au début. Donc on l'a vu avec un soutien politique énorme et avec une énergie énorme, hein. Les kibbutzim, c'est le fer de lance de tout le jeune État. On va assécher les marécages qui sont infestés de malaria. On va faire revivre l'hébreu qui jusqu'à présent est une langue réservée à la prière. On va vraiment créer quelque chose de neuf avec beaucoup d'énergie. Et ensuite, pour aller très très vite, hein, ce mouvement-là va progressivement un petit peu décliner parce que le socialisme et le communisme dans le monde entier va décliner avec la fin de l'ex-URSS, mais aussi tout simplement parce que les mentalités vont changer et la gauche israélienne va s'embourgeoiser, tout simplement.
Et je dois dire quelque chose, c'est que dans la vision des gens, dans les années 60, Israël, c'était un pays de kibbutz. C'était les Complètement, kibbutz. complètement. Myriam, en 1960, en 1900, ouais, entre 1955 et 1960, c'est le vraiment le climax, le summum des kibbutzim en Israël. Combien il y a de kibbutzim en Israël? C'est quoi le pourcentage de la Je crois qu'il y en population a 300, qui vit non? en... 200, 300? Non, pourcentage de la population. C'est quoi le Ah, pourcentage de je la sais population pas. qui vit en Non, kibbutzim? très T'as dit peu un du coup. chiffre? 10%. 4%. 4%? C'est-à-dire que c'est très important de le dire que l'idéal dont tu as parlé, on travaille la terre avec nos mains, on revient en Israël, on crée une nouvelle société, etc. Au final, c'est 4% de la population qui donne un exemple. C'est les gens des kibbutzim qui sont les premiers dans les unités d'élite de l'armée, c'est eux qui mènent, voilà, et Ehud Barak qui sort d'un kibbutz. Et en fait, ça fait partie. D'abord, c'est un narratif qui est très fort. Mais par exemple, en parallèle, tu as énormément de juifs mizrahi qui vont créer des moshavot, c'est-à-dire des moshavim, c'est-à-dire Des villages. des, Des des villages, des villages communes. agricoles. Des Ouais. villages agricoles, c'est-à-dire que le travail des mains. Dans la religion juive aussi, c'est très important. Dans le monde dans le monde d'Atiléoumi, cette idée de revenir au travail de la terre, puisque c'est quelque chose qu'on nous a retiré toutes ces années. Et venir vivre en Israël, c'est-à-dire appliquer toutes les mitzvot, toutes les règles qui sont en rapport avec le travail de la terre. Donc c'est très important, mais c'est un narratif qu'on ne va pas entendre, parce que le Mm. narratif qui est fort, c'est le narratif des kibbutzim, mais qui ne représente au final que 4% de la population. Donc quand tu dis que on va partir, ça va être cet idéal va descendre et va ne plus exister. Bah, d'un autre côté, quand c'est seulement 4% de la population et ça n'augmente pas, c'est sûr que ça ne va Mm. pas Oui, survivre. après, Et l'ensemble du pays est organisé autour de ses idées, l'économie est oui, centralisée, et je veux juste dire que, excuse-moi, le jour de Matsmaout, j'ai fait un carrousel où j'ai parlé des livres qui sont pour moi des livres quand même très importants. Et un des livres, c'est le livre Aïno Aatid, Nous étions le futur de Yael Neyman, je crois. J'ai un trou là d'un seul coup. Mais c'est exactement ce qu'elle décrit. Elle décrit comment elle est née dans les années 60. Donc on lui apprend qu'elle est c'est elle qui est à la tête du pays, c'est elle qui donne le ton, c'est sa société qui est la société la plus parfaite. importante et la meilleure. Et en Mm. fait, quand elle grandit, quand elle a 20 ans, c'est les années 80. Et c'est voilà, c'est la descente, pas aux enfers, C'est mais la chute. Mais alors, je trouve ça fascinant ce que tu dis, et moi, je peux juste rajouter que il y a aussi, c'est l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur, c'est-à-dire que pour être une petite fille de gens qui ont vous grandi dans... savez. Ben Attention, oui, c'est la c'est minute la, c'est la minute où Brenner, je raconte vas-y. ma vie, mais oui, mais parce que Non, c'est pas, au contraire, c'est hyper intéressant. c'est Vas-y, hyper raconte. intéressant. Mais parce que, tu vois, moi, je l'ai vraiment vécu. Moi, je suis née dans les années 80, d'accord? Et c'était le moment où, ma mère, c'était la deuxième génération. Mes grands-parents, c'était ceux qui avaient participé à fonder le kibbutz. Et ma mère, c'était la deuxième génération. Et c'était le moment où c'était en train de s'effondrer. C'est-à-dire que le kibbutz n'était pas. Donc, je parle de Givat Brenner qui est à côté de Rehovot, mais je pense que c'est universel cette histoire-là. Le kibbutz n'était pas encore privatisé, hein. Mais cet idéal selon lequel on était quasiment tous pareils et qu'on avait tous les mêmes possessions matérielles et que le principe de la vie en communauté s'organisait autour de l'égalité complète, forcément, il commençait un petit peu à être bousculé par le fait que chacun réclame un petit peu sa liberté et que la génération de ma mère, ils ont voulu aller étudier en extérieur et qu'à partir d'un moment, eh ben, il a fallu commencer à avoir plus d'argent au niveau de chaque famille. Les indemnisations d'Allemagne, hein, puisque quand même dans les kibbutzim, on a énormément de rescapés de la Shoah, qui reçoivent des indemnisations allemandes, pendant longtemps, elles vont au kibbutz. Et à un moment donné, il y a une décision collective qui dit non, chaque famille va pouvoir garder cet argent-là. Et donc, mes grands-parents avaient un compte en euros modeste, mais en tout cas Non, qui perd. pas en euros. Si, si, il y avait un compte en euros. Si, Mais si, c'était pas en euros, c'était en francs, en pas Deutschmark. en Deutschmark. Tu as entièrement raison. Excuse-moi, c'est mon côté historique, ça marchait pas. Pardon, tu as C'est entièrement comme dans les raison. films, tu sais, où ils te font un truc qui est complètement... Tu as ça marche entièrement pas. raison. Sur la fin de la vie de ma grand-mère, c'était des euros, mais tu as entièrement raison. En Deutschmark, mais un compte qui permettait de financer le truc extraordinaire, le voyage par-ci, le machin comme ça. Et petit à petit, tu as commencé à voir dans les kibbutzim que les maisons en elles-mêmes, qui jusqu'à présent étaient quasiment identiques,
et ben un tel avait envie de se créer une terrasse et un tel avait envie de construire un deuxième étage, etc. Tu as vu le truc vraiment en temps réel, j'ai vu le moment où en fait la liberté humaine reprenait ses droits finalement. Et mes grands-parents ont fini leur vie quand même assez dans une déception, en tout cas, de ce que c'était ce grand. C'est un idéal qui leur a sauvé la vie, hein, qui leur a permis, parce que tu parles des Mizrahim. Ce qui s'est passé, c'est que les Ashkénazes, c'était très souvent. Ma grand-mère, elle est partie dans un train de Berlin en 1938. C'était vraiment la der des der. Ils sont partis grâce au mouvement de jeunesse qui les a emmenés s'installer dans un kibbutz. Toute sa famille, toute sa famille a été décimée dans les camps de la mort de la Shoah. Donc, et elle s'est retrouvée orpheline à 16 ans. Le kibbutz, c'est devenu sa famille, c'est ce qui lui a permis à la fois de tenir le coup d'un point de vue mental et psychologique, mais ensuite de mettre les ressources, les toutes petites ressources qu'ils avaient en commun pour tenir le coup, tout en sachant que dans les années 50, quand ma maman est née, ils n'avaient rien à manger, enfin, c'était vraiment dur. Et donc, c'est ce qui a permis de tenir le coup pour beaucoup de rescapés de la Shoah, mais qui a ensuite ben voilà, fini son job quelque part. D'accord? Et donc ensuite, la deuxième grande, c'est à ce moment-là, dans les années 70-80, que la deuxième grande cause de ce camp de gauche, ça devient la paix. Ça devient la solution à deux États avec le temps, mais d'abord, c'est les grands traités de paix. Et si tu veux, ce que C'est j'ai en l'universalisme, c'est l'universalisme. l'universalisme, exactement, tu as entièrement raison, parce que ce qu'il y a derrière, c'est à la fois le pacifisme, etc. Bon, mais aussi une idée que pour qu'Israël reprenne sa place dans la communauté des nations, qui est le même projet que le juif reprend sa place dans la communauté des nations, d'abord en redevenant productif, maître de sa terre, ensuite ça devient pour être accepté par la communauté des nations et la communauté internationale et faire partie du camp des démocraties, etc., etc., on va tendre la main à nos voisins, on va faire des traités de paix, on peut pas, et c'est fou parce que cette rhétorique, tu l'entends encore aujourd'hui, pour rester une démocratie, il faut que X, Y, Z. Et à un moment donné, ça va fonctionner, hein, puisqu'il y a l'accord de paix avec l'Égypte, il y a les accords de paix ensuite qui vont arriver avec la Jordanie. Et donc, dans ce grand mouvement, et je dis dans le livre que c'est la paix maintenant, Shalom, Arshav, c'est le moment des les Israéliens veulent prendre leur destin en main encore une fois. Il y a une impatience comme ça en disant, ça y est, c'est fait. Et puisqu'on a réussi à régler le problème avec notre grand ennemi historique, l'Égypte, on va aussi pouvoir régler le problème avec les Palestiniens. Et comme ça, ce sera terminé une bonne fois pour toutes. Et ça aussi, pour aller très très vite, encore une fois, ça va décliner malheureusement, puisque les pourparlers, la feuille de ce qu'on appelle la feuille de route d'Oslo, les pourparlers autour d'Oslo et tout ça vont progressivement s'enfoncer dans la torpeur. Et on va arriver dans une situation, alors je suis allée très très vite encore une fois, mais on va arriver dans une situation où aujourd'hui, après la seconde intifada, dans les années 2010 et certainement après le 7 octobre, il reste plus grand-chose de cette idéologie-là. Quand tu vas sur le site des démocrates aujourd'hui, ils mettent en avant l'environnement, ils mettent en avant l'économie, mais le mot solution à deux États n'apparaît pas dans la première page du site. On nous parle d'une séparation civile. Alors là, pour comprendre ce que ça veut dire, le mot palestinien n'apparaît pas. Séparation civile tout en protégeant nos intérêts sécuritaires. Il faut vraiment être versé dans la politique israélienne pour comprendre ce que ça veut dire. Et c'est un verset parmi d'autres, un onglet parmi d'autres, en sachant que ce n'est pas la seule chose que proposent les démocrates. Donc vraiment, ce grand drapeau à la fois du socialisme et ensuite de la paix à tout prix, c'est aujourd'hui des causes qui ont beaucoup moins de popularité au sein du public israélien, on s'en rend bien compte. Et donc, la vraie question qui est à poser aujourd'hui, où tu regardes l'état de l'opposition, où tu dis déjà que la majorité des partis, c'est soit à droite, soit au centre, et que le seul parti qui s'affiche vraiment comme étant de gauche, il est relativement petit, voire même pas relativement, il est petit. Quelle est la nouvelle grande cause de la gauche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Pendant toute la dernière décennie, ça a été l'opposition à Netanyahou en tant que personnage, en tant que symbole. En 2023, ça a été ce moment où on défendait la Cour suprême comme une espèce de défense des instances internationales, de l'ordre, de la justice, des arcanes libérales de l'État. Aujourd'hui, en 2026, tu me demandes fondamentalement ce que c'est, je trouve que c'est de plus en plus difficile à définir. Alors, non, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu parlais, moi je pensais au nom en fait de ce parti qui a d'abord été Mapai, donc Miflaget Poalé Eretz Israël, donc les Les ouvriers ouvriers de... d'Eretz Israël. Ensuite, on a eu Avoda, donc le parti travailliste. Et puis là maintenant, écoute Les bien le nom, démocrates. Démocratim, parce que en fait, il y a aussi tout un langage
qui consiste à dire en permanence qu'il y a une opposition entre ces partis de gauche qui sont pour la défense de la démocratie et au final, les autres partis qui, eux, tomberaient dans je sais pas moi, L'autoritarisme, Israël le serait un fascisme. totalitarisme, le fascisme, enfin bon, c'est très fort en fait comme manière de se définir. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que donc ce parti qui, on dit les démocrates, c'est le parti travailliste, mais au final aujourd'hui la personne qui est à la tête du parti démocrate, c'est Yair Golan, Yair Golan, juste avant était au parti Meretz, c'est-à-dire que le parti Meretz, qui a toujours été un parti d'extrême gauche, hein, il n'y avait pas de qui est l'héritier des partis communistes, d'accord? Aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui fait partie de ce parti qui était considéré comme un parti d'extrême gauche, qui était vraiment, qu'on considérait vraiment à l'extrême. Et c'est pas un problème, on peut être à l'extrême de quelque chose. J'ai pas de problème. Je veux dire, si on croit encore dans des idées communistes du universalisme et que tout le monde va bien et qu'on peut tout faire avec tout le monde, alors que bon, dans notre quartier, dans notre région du monde, c'est plus difficile à appliquer ces règles. Donc Yair Golan, en fait, il se retrouve en étant le parti de l'extrême gauche et qui est censé être au devant d'un parti qui est censé être un parti beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à gauche. Hmm. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que je te parle de ce qu'il y a sur leur site, qui est relativement modéré, d'accord, en termes de langage, etc. Mais en revanche, Yair Golan, la personne, comme il se présente dans les entretiens, lui, par contre, il hésite pas, il est très fort en gueule et il n'hésite pas à faire des déclarations fracassantes et en particulier à s'en prendre systématiquement à ce qu'il appelle le messianisme, d'accord? Il est archi contre, c'est vraiment la laïcité classique, d'accord? Il est archi contre toute vision qui lie en fait la politique et le spirituel, c'est-à-dire que pour lui, c'est fou parce que pendant très longtemps, justement, les jeunes socialistes, ce qu'ils ont fait, c'est s'installer sur la terre. Mais Non, aujourd'hui, mais pour c'est lui, surtout lire le Tanakh. lire le Tanakh, Ben Gurion, exactement. il est trans, transformé par la lecture du Tanakh. Ben Gurion, il a une phrase, je sais pas si c'est une phrase ou il a une manière de voir les choses. Il dit, le Talmud, non. Les écrits qui ont été écrits en galoute, en diaspora, on n'en veut pas, ça ne m'intéresse pas. Donc le Talmud, en fait, c'est la halakha. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le livre hébreu. Le livre La hébreu, source. Ouais. c'est la source, c'est le Tanakh. Et Ben Gurion, je veux dire, les visions prophétiques de Ézéchiel, de Isaïe, il est à fond dedans. Il a aucun problème avec cette lecture. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même, je veux pas qu'on me donne l'impression de faire une critique de Yair Golan, parce que Yair Golan, ce qu'il refuse, pour le dire, je pense, de la façon la plus objective possible, ce qu'il refuse, c'est de lier la vision du Rav Kook, hein, qui est celle du sionisme religieux, c'est-à-dire de l'importance cruciale de la terre et de où passe la frontière exactement pour des raisons religieuses et pas forcément des raisons pragmatiques, sécuritaires, etc. Ah, et il rejette ça complètement et il ne rate pas une occasion de s'en prendre aux gens des Hippotes implantations, Rougot. au Ouais. Kibbutz Rugot, à Amit Segal qu'il adore prendre comme représentant de ces gens-là, etc., etc. Mais il a dans son parti le rabbin réformé dont j'ai maintenant oublié le nom, mais tout de suite tu vas me le Qui dire. arrive. Exactement, Gilad Kariv, et qui, dans le programme tel qu'il se présente, ils mettent en avant une éducation juive universaliste, laïque et modérée, parce qu'ils disent, par exemple, qu'ils militent pour que ce qu'on appelle Marchevet Israël, donc la philosophie juive, soit davantage incorporée dans le corpus de l'éducation scolaire générale. Donc prendre la culture juive mais ne pas en faire une application, une lecture politique comme en fait le Rav Kook, mais en faire une application de culture générale, etc. Donc, moi, et d'ailleurs, moi, Et- je suis mais- 100% pour que mes enfants étudient davantage la philosophie juive à alors, l'école. je pense que là, il y a une critique tout court qu'on peut avoir vraiment en Israël où ce que les gens connaissaient il y a 50 ans de connaissances juives et ce qu'ils connaissent aujourd'hui, c'est plus un. Par exemple, si je te donne un exemple, il y a une rue à Jérusalem qui s'appelle Corée Adorot. C'est qui Ok. Corée Adorot? Aucune idée. Bah, c'est Dieu. Mais, mais c'est un des noms de Dieu. Mais ça, c'est écrit dans les textes. Mais ça, tu vois, c'est des choses que les gens aujourd'hui
Plus personne, même les gens religieux, ils savent pas, hein. Moi, je le sais parce qu'un jour, justement, on m'a attrapé sur ça. On m'a dit, est-ce que tu sais c'est quoi le nom Corée à droite? Je dis non, je sais pas. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Mais il y a une critique qui est universelle en Israël, de la même manière qu'en France, on va nous dire, oui, mais nous, quand on était enfant, on faisait des dictées de 2 pages et on apprenait une récitation par cœur toutes les semaines. Et aujourd'hui, la jeunesse ne sait plus rien. Donc la critique, elle est présente. Je pense que la critique, elle est renforcée après le 7 octobre, où il y a vraiment un sentiment où les gens on s'est tellement fait attaquer parce qu'on est juif. Alors ils disent, bon, d'accord, on est juif. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Donc Mhm. il y a un Il y a, retour, il y a il y a une. un renouvellement, il y a un appétit pour le judaïsme, clairement. Mais justement, ce qui est intéressant, si tu veux, je pense que, et là, les conseillers de Yair Golan, si vous m'entendez, ce serait intéressant pour eux de mettre l'accent justement sur le fait qu'ils ne sont pas anti-judaïsme, d'accord? Quand ils s'en prennent aux implantations, c'est parce qu'ils refusent la lecture politique de ce que ça voudrait dire en termes de frontières et en termes d'annexion, oui ou non, etc. En C'est-à-dire que termes de paix dans en le termes monde. de paix, etc. Mais qui disent, mon judaïsme à moi ne dicte pas forcément mon programme politique, d'accord? Et on parlait de pragmatisme tout à l'heure, Ben Gurion, c'est un grand pragmatiste devant l'Éternel qui met en avant toujours les besoins de l'État d'abord. Toi et moi, quand on était à New York et à Tikva, on a étudié la différence entre lui et Menachem Begin, qui Menachem Begin met en avant, justement, je parlais d'indemnisation allemande tout à l'heure, dans le grand débat autour des indemnités dans les années 50, Menachem Begin dit jamais, au grand jamais, au nom de la dignité juive, on ne prendra pas un centime aux Allemands. Et David Ben-Gurion dit si, 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 tout à fait, le jeune État a besoin d'argent et C'est pas seulement, il dit si, 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 il organise tout, tout est prêt, et puis hop, tout c'est. à fait. Et il se comporte en manager de l'État, si tu veux, en disant j'ai besoin d'argent pour pouvoir installer la vague d'Alia qui arrive. Mon jeune État a besoin d'argent et si les Allemands se repentent et veulent nous donner de l'argent, mais je le prends. Donc c'est une vision différente de la politique, de ce qui doit conduire la politique. Ça rejoint un peu les valeurs, évidemment, l'échelle de Haidt. Si déjà on parle des grands-parents, alors moi, mes grands-parents, du côté de mon père, donc mon grand-père était à Auschwitz pendant de nombreuses années. Mais ma grand-mère, elle était cachée pendant la guerre, mais donc mon grand-père a eu accès aux indemnités. Donc j'ai demandé à mon père qu'est-ce qu'ils en pensaient. Alors il me dit, bah, ils étaient contre. Mais quand ça a été accepté par l'État d'Israël, il dit, bon, si l'État d'Israël accepte, alors d'accord, on Alors recevra. d'accord. Voilà. Écoute, Tu vois, on était pragmatique dans notre famille, au final. C'est très intéressant et au final, moi je pense que c'est une bonne chose que les Allemands ont voulu donner une valeur concrète et pratique au fait de se repentir auprès du peuple juif. Et oui, ça n'enlève rien et ça n'efface rien, mais il y a des familles qui ont réussi notamment à survivre grâce à ça. Et donc voilà. Mais bref, je pense que si on doit terminer notre chapitre, parce qu'à mon avis tu dois partir, euh, mais c'est important. On a des considérations logistiques ce matin. Je dirais tout simplement que aujourd'hui, la gauche israélienne est dans une situation où elle est en défensive plutôt qu'en offensive, c'est-à-dire qu'elle a du mal à présenter une grande idée qui pourrait convaincre et rassembler, fédérer de nouveau beaucoup de nouveaux électeurs autour d'elle. Mais ça, c'est pas seulement un problème israélien, c'est-à-dire que dans le monde entier, on a un problème de la gauche. Aujourd'hui, les partis de gauche qui réussissent, c'est des partis qui très souvent sont tombés dans le wokisme et et qui parlent à des populations, que ce soit des populations immigrées qui en profitent, hein, au final. Exactement. Quand on voit un parti woke quand on a des manifestations pour les partis woke à Paris, enfin pardon, pour le LFI par exemple, où on a d'un côté des woke et de l'autre côté des islamistes. En Hmm. général, c'est pas censé aller ensemble. Un parti qui est pour les LGTB, les islamistes, en général, ça clique pas Alors ensemble. Mais ils le en font parce qu'il Israël, y a des intérêts. le parti qui prétend un peu être ça, c'est Hadash, quelque part, même on en parle à Ah, peine même plus, parce hein. qu'il est presque inexistant. Donc c'est un parti communiste judéo-arabe. Mais ce qui est très intéressant, là où je veux rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est que Merav Michaeli, qui est la chef de parti précédente, elle était davantage comme ça. Elle présentait des problématiques de lutte pour les femmes. Son grand dada, tu te souviens par exemple, elle avait fait une réforme pour qu'il fasse moins froid dans le train, pour que les femmes souffrent moins, parce que les femmes ont en général plus froid que les hommes. Elle parlait d'inégalité beaucoup et donc c'était un petit peu davantage, ça s'alignait sur le côté international, c'est-à-dire une coalition de minorités. Euh, et ça fonctionnait moins, c'est-à-dire qu'elle faisait beaucoup moins de sondages en Israël, c'est-à-dire que Yair Golan, à la fois tu as raison qu'il vient de la gauche, mais d'un autre côté, ça reste un général,
ça reste un héros du 7 octobre et c'est mis en avant sur le site des démocrates. Et donc, ça parle bien davantage à l'Israélien moyen qui est beaucoup plus capable de dire, bon, ok, un général qui sait ce qu'il veut, moi, ça me parle plus. Le wokisme en Israël, c'est beaucoup plus minoritaire, je pense, que en Occident de manière générale. Et donc, ça fonctionne pas très bien. Donc est-ce que la défense de la Cour suprême, qui avait une vraie énergie en 2023, hein, qui a vraiment fait descendre beaucoup de gens dans la rue, il faut le dire, hein, est-ce que la défense de l'État d'Israël comme démocratie, je pense à par exemple des personnalités publiques israéliennes qui sont parties vivre à l'étranger, euh, Paula Rosenberg, par exemple, qui est une présentatrice de télé, qui, avec son mari, sont partis vivre à Chypre, d'accord, donc pas très loin, qui font des allers-retours pour le travail, mais qui vient de redonner une interview dans la presse israélienne de ce week-end en disant, moi, Paula, israélienne, je ne peux pas vivre en Israël en raison des valeurs qui aujourd'hui conduisent l'État d'Israël. Donc, et elle cite la défense de la démocratie comme sujet, même pas la sécurité, hein, la défense de la démocratie comme sujet principal. Et c'est très intéressant parce que la plupart des commentaires sont négatifs, c'est-à-dire qu'elle fait pas du tout, la plupart des Israéliens sont plutôt agacés par quelqu'un qui est parti vivre à l'étranger et qui cherche à faire la leçon à ce qui se passe. Donc je pense pas, enfin, ça avait une grande énergie en 2023, mais le 7 octobre est venu casser quelque chose. Au final, une espèce de norme bluff où des hauts gradés ont dit qu'ils ne se présenteraient pas et qu'ils ne serviraient plus l'État d'Israël dans ces conditions. On a bien vu le 7 octobre que c'était pas vrai et qu'au au moment T, au moment clé, la solidarité israélienne était beaucoup plus importante que toute considération idéologique. Donc ça donne quand même un sacré coup à cette cause-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, la gauche israélienne est capable de présenter une vision, encore une fois, claire et qui soit suffisamment large pour attirer une large coalition d'électeurs? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit bien dans les sondages qu'aujourd'hui, le meilleur espoir de ce camp-là, c'est de faire élire quelqu'un de centre droit, d'accord, que ce soit Gadi Eisenkot ou Naftali Bennett. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et quel est le prochain chapitre et est-ce que ils ont la capacité d'apporter quelque chose qui parlera à une large partie d'Israéliens, c'est à eux d'écrire maintenant ce nouveau chapitre. Et puis c'est à nous de continuer au prochain épisode. N'hésitez pas, commentez. J'aime beaucoup ta transition. Bravo, bravo. Écoute, je t'en prie. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Sachez que tous vos commentaires, tous vos likes, vos 5 étoiles, etc., ça nous aide à nous faire connaître. Et surtout, le plus important, vous avez tous une mission. Chaque personne qui écoute ce podcast doit l'envoyer à une personne de son choix et doit discuter de ce podcast. Alors, à vous, à vos claviers, à vos souris, à vos sweep, swap, soup, chou, chonk, et c'est à vous. Voilà, Allez, salut Eliane. Bye à plus. bye.